Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International en ce dimanche 18 août 2024. Tout de suite, vous écoutez l'émission On en parle à Taïwan. Bienvenue pour ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Lisa Dufaux et Sasa. Et cette semaine, nous allons parler de plusieurs sujets, un peu lié à une voiture. Pour toi, ça sera quoi ? Alors moi, c'est un sujet plutôt touristique du côté de Geelong, dans le nord de Taïwan. Et moi, je vais vous parler du plastique à Taïwan. Mais dans les hôtels, c'est Un ça ? vaste sujet, oui. D'accord. D'accord. Si vous voulez commencer, je vais commencer avec mon histoire de voiture électrique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la voiture électrique conçue par Foxconn et Yulong ensemble, à travers la compagnie Foxtron. Ça me dit quelque chose. Oui. Ça vous dit, le nom commercial s'appelle la N7. Elle est sortie à peu près au deuxième trimestre 2024 sur les routes taïwanaises. Donc ça fait pas longtemps, quoi. C'est dommage, RTI refuse de nous offrir une voiture de fonction de Foxconn. Hein. Ah bah oui. Ça viendra peut-être. Faut continuer à faire ça dans notre cahier de je plaisante. doléances. De toute manière, j'ai même pas le permis, alors. Ouais. Ça me servait à rien. En tout cas, donc il y a cette voiture qui est sortie en 2024 et je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de comment ça marche les rallyes. Les rallyes. Comment vous inscrire pour un rallye ? Les rallyes de Formule 1 ? De tout type de rallye. Je connais que les rallyes de Formule 1. Ouais, ou les rallyes tout-terrain. Ou les rallyes pour les familles bourgeoises. Ou le les Paris familles Dakar, nobles. non ? Ah oui, non, mais ça c'est un autre sujet. Non, c'est Parce pas... que la Formule 1, justement, c'est pas vraiment des rallyes, ce sont des courses automobiles avec des voitures spéciales que pour la course. Je connais même pas. Je veux dire, tu vois pas de Formule 1 sur la route, n'est-ce pas ? Non. Mais par contre, parce que tout ce qui est rallye, etc., ça utilise des voitures de série qui sont après modifiées pour la compétition. Okay. Donc voilà. Pour les voitures électriques, pour la N7, ça a été la même chose. Il fallait d'abord que Foxconn commercialise un véhicule pour pouvoir essayer d'engager son véhicule en compétition. Et donc c'est ce qu'a fait récemment Foxconn, puisque cette semaine justement, leur N7, leur voiture de série qui est sortie il y a quelques mois à Taïwan, a été engagée dans un rallye, ce qu'on appelle cross-country, qui est un rallye sur terre battue, et donc dans des chemins existants, pas sur un circuit déterminé. C'est pour ça qu'on dit cross-country. C'est-à-dire qu'on traverse un ou plusieurs pays sur des routes à Taïwan, c'est compliqué. fermées. Mais oui, c'était à Taïwan ou c'était ailleurs ? C'est en Thaïlande. Ah d'accord. Ok. Donc, Parce qu'effectivement, à Taïwan, ça peut être compliqué parfois. Ouais, alors il faut prendre le ferry. Voilà. Mais donc c'est le Asia, le nom de l'épreuve s'appelle le Asia Cross Country Rally. Et Ok. donc qui a commencé lundi dernier et qui est donc qui se termine ce week-end. Donc en fait, la voiture électrique, elle est, de Foxconn, elle est enregistrée parmi plein d'autres voitures qui sont pas forcément des voitures électriques, c'est ça ? Justement, merci de me poser la question parce que la voiture électrique, en effet, c'est la seule en lice en électrique. Et c'est la première voiture électrique taïwanaise à jamais faire de la compétition. En même temps, elle a été commercialisée il y a si peu de temps que voilà. Il y a déjà eu des voitures électriques dans des compétitions, mais spécialement dans des courses spéciales avec des prototypes. Notamment, je pense à la voiture, le projet, je crois, qui s'appelle Polaris, qui était une voiture électrique avec des surfaces uniquement à l'énergie solaire. Mais une voiture électrique comme ça de série, comme dans les rallyes normaux, c'était vraiment la première fois. Et donc la N7 était la première de l'histoire, entre guillemets. Et en même temps, c'était aussi la première voiture électrique de l'histoire de la compétition à utiliser qu'une voiture traction. Parce que, comme on me disait, c'est sur des terrains battus. En général, on utilise ce qu'on appelle du 4 roues motrices, c'est-à-dire les 2 roues à l'avant et à l'arrière ont des moteurs. Et là, c'est la première voiture électrique à utiliser que des roues à traction, c'est-à-dire un moteur qui n'actionne que les roues avant. Et du coup, ça dure plusieurs jours ce rallye et on Donc aura les c'était résultats un rallye bientôt. sur 6 jours. J'ai un peu fait le suivi sur Twitter, ceux qui veulent voir. J'ai fait des petits posts sur Twitter pour qu'on puisse avoir un peu le suivi de ce rallye un peu au quotidien avec chaque étape, ce qui se passe, etc. Et donc là,
à l'heure où nos éditeurs écouteront, le rallye sera fini et vous aurez tout le résumé en D'accord. général dans ce qu'on appelle un thread sur Twitter, un fil d'actualité, Mhm. dans lequel vous aurez vraiment des photos et un peu tout. Je prends des extraits. Il y a une chaîne YouTube taïwanaise qui est partie exclusivement pour suivre la voiture. Mhm. Et donc il y a des petites vidéos de 5-10 minutes quotidiennes Mhm. qui permettent aussi de suivre un peu l'aventure. Ok. Voilà. Donc après, si on veut aller un petit peu plus dans le détail, quand même, c'est un peu intéressant parce que une voiture de série, elle doit être modifiée quand même pour la compétition. Il y a des choses à modifier, notamment les roues pour du cross, pour de la terre battue. Faut quand même qu'il y ait un peu un système 4x4, les suspensions aussi. Notamment le système de batterie aussi et le positionnement des batteries a totalement été changé pour la répartition du poids sur les routes pour pas que le truc il va le dingue dans les virages Mhm. pour qu'il puisse un peu tenir. Tout ça, ça a été un petit peu ça a été modifié. Il faut savoir que la compétition en tout c'est 2000 km. Alors c'est pas tout en compétition, hein, mais comme c'est un cross-country, il y a aussi des parties qu'on appelle des parties sur route ouverte, Mhm. où les gens vont juste d'un point A à un point B, et dedans il y a une spéciale de 100 km ou 200 km par exemple, où il y a la partie chronométrée. Mhm. Voilà, donc ça aussi je voulais en parler. D'autre part, donc on va parler peut-être aussi un petit peu de l'équipage. En gros, en fait, il y a trois voitures en tout qui ont été inscrites en compétition pour Taïwan, sous le même étendard de l'équipe e-Taiwan. Ça, c'est un sponsor taïwanais qui finance ça, entre autres, pas que C'est Foxconn. pas Taipei chinois cette fois-ci. Non, alors e-Taiwan, c'est une marque. Hein. Donc, à savoir que e-Taiwan, c'est un vendeur de pièces détachées, hein, pour ceux qui voudraient savoir. Et donc, par contre, l'équipage, tous sont des pompiers. Et en fait, ça leur sert d'entraînement pour le génial. cas de mission, notamment à Taroko, ce genre de choses. Quand il y a des séismes, Mhm. ils apprennent un petit peu à bien manipuler les véhicules. Mhm. Et donc, il y a 3 véhicules en tout, 2 véhicules standards. Je crois que ce sont des Toyota. J'ai pas fait très attention, je vous avoue. Et ce véhicule électrique un peu Mhm. spécial qui fait un peu la sensation, qui fait un peu parler d'eux aussi. Moi, Et- je trouve ça super intéressant que ça soit une équipe de pompiers comme ça. D'une pierre deux coups, ils s'entraînent aussi Voilà. pour des cas de catastrophes naturelles où il y a des routes difficiles et tout. Quoi. Voilà, C'est pour, bien. voilà, pas passer que par les routes et les chemins balisés, on va Mhm. dire. Voilà, donc c'était un peu tout ça. Il y avait une petite interview du pilote qui emmenait un petit peu toute l'équipe parce que lui, ça fait 40 ans qu'il fait du rallye et qu'il adore ça. Mhm. C'est un peu un passionné qui a voulu aussi un peu transmettre ça. Et qui s'appelle Chen He Huang. Et avec son copilote qui s'appelle Hong Zhongzhu. Mhm. Et ils ont exprimé aussi leur volonté, bien sûr, de porter Taïwan, l'image de Taïwan et aussi les nouvelles technologies taïwanaises à travers cette voiture dans l'histoire et de ce rallye Mhm. et un peu à l'international aussi. D'autre part, il y a aussi un truc intéressant, c'est que cette voiture fait un peu sensation. C'est un peu la petite... il y a pas mal d'influenceurs maintenant sur ce genre de choses et des passionnés de voitures, etc. Et tous les influenceurs étrangers voient un peu cette voiture d'une manière un peu curieuse. On parle beaucoup sur leur réseau. Ça aide aussi un petit peu à faire parler de ce véhicule un peu à l'international. Et bon, vu que c'est en Thaïlande, ça va être beaucoup d'influenceurs d'Asie du Sud-Est. Et on sait que Foxconn vise un petit peu ce genre de marché si jamais ils s'étendaient à l'international pour vendre leurs véhicules. Donc c'est aussi une bonne affaire pour Foxconn dans ce sens-là. Ce n'est pas anodin. Et justement, ces influenceurs aussi parlaient du fait que ce qui les surprend le plus, c'est le fait que la voiture elle soit silencieuse, bien sûr. Ah bah oui. Puisque c'est une voiture électrique, une Ça, c'est voiture pas mal. un peu donc ça, et puis bon, il faut voir, c'est des gros 4x4 hein, la plupart des autres voitures, donc ça fait du bruit, ça pollue, c'est les odeurs, etc. Là, c'est une super voiture. Et puis bon, elle envoie un petit peu, surtout au démarrage. Donc voilà, ça fait la sensation parmi les influenceurs. Et bon voilà, un peu une petite note écologique dans ce rallye. Oui, une petite note écologique, mais c'est vrai que envoyer plusieurs voitures à l'étranger, faire plusieurs pays, aller en Thaïlande,
pour faire un rallye, il y a plus écologique en tout cas. En fait, c'est pour faire de la publicité aussi pour Foxconn, qui est Voilà. une entreprise, qui fabrique plein de choses dont on a besoin, mais peut-être aussi des choses dont on n'a pas forcément besoin. Mais bon, c'est un autre débat. Voilà. Et en parlant de pollution, justement, le ministère de l'Environnement a récemment annoncé 2 mesures incitatives pour réduire l'utilisation du plastique à usage unique dans les hôtels. Ce sont 2 mesures qui arriveront à partir du 1er janvier de l'année prochaine, date à laquelle une autre mesure entrera en vigueur, à savoir celle qui interdit de disposer dans les chambres d'hôtel des nécessaires de toilette en plastique jetable. Vous voyez ce que c'est, ces genres de... C'est des petits sachets en plastique. Avec une brosse à dents ou des trucs comme ça. Voilà, c'est ça, des gels douche, des shampoings, des brosses à dents, enfin toutes sortes de choses. Donc en fait, c'est pas une interdiction totale puisqu'il s'agit plutôt d'interdire de les mettre à disposition des clients dans les chambres. Donc en fait, ces accessoires de toilette, donc comme on disait, les shampoings, après-shampoing, gel douche, crème hydratante, seront toujours accessibles si les clients les demandent à la réception. Et par contre, juste pour les shampoings et les gels douche, les hôtels devront les proposer dans des grands conteneurs. Contenants, pardon. Non, je sais pas. Oui, c'est ça, dans la douche, en fait, directement dans la douche. Pour que ce ne soit pas des petits sachets plastiques qu'après on jette et qui se retrouvent parfois dans la nature. Et cette mesure concerne aussi les peignes, les brosses à dents et les mousses à raser, les charlottes en plastique. Et comme je vous disais, en fait, il suffit de le demander à l'accueil. Donc, c'est vrai que ça va sans doute réduire la consommation puisque les gens vont moins avoir le réflexe. Et puis, ça va, j'imagine, limiter les... C'est pas des vols puisque c'est gratuit, mais bon, il y a des gens qui aiment bien faire la razzia alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin pour ce jour-là. Je pense qu'on connaît tous des gens qui font ça dans notre entourage. Et on peut aussi noter que cette mesure ne va pas jusqu'au bout puisque ne sont pas concernés les lieux qui ne sont pas des hôtels. Donc par exemple, on pourra toujours trouver ce genre de produits jetables dans les piscines, les établissements de sources chaudes et les centres de conférences par exemple. Ah oui. Alors concernant les nouvelles mesures annoncées jeudi, il s'agit plus exactement d'une subvention de 30 000 $ taïwanais, donc 845 €, financée par les gouvernements locaux, accordée aux hôtels qui ne proposent pas de bouteilles d'eau dans plus de 50% de leurs chambres. Donc j'imagine que ça pourra permettre aux hôtels de faire une différence entre les suites, par exemple, les chambres un peu plus haut standing, pour proposer quand même des bouteilles d'eau dedans. Et les chambres les moins chères, il n'y aura pas de bouteilles d'eau, enfin quelque chose comme ça. Et cette subvention sera accordée à 5 établissements pour chaque région administrative. Et il y a aussi une autre subvention qui va jusqu'à 5 millions de $ taïwanais, avec une limite de 5 subventions par région, pour les hôtels qui font installer un système de remplissage pour les bouteilles, comme un distributeur d'eau par exemple. Et c'est vrai que ça me semble assez élevé par rapport au prix d'un distributeur d'eau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 5 millions, ça coûte peut-être 400 $ américains de faire installer, vous savez, ce genre de distributeur avec chaud, froid. Hein. Surtout que pour les professionnels, il y a des tarifs, etc. Donc ça me semble vraiment bizarre. Après, sur un hôtel, si c'est un grand hôtel, on pense à un Sheraton ou un truc comme ça, il en faut bien une bonne centaine dans tout l'établissement. Oui, mais combien il y a de Sheraton à Taïwan ? Oui, non. Peut-être un. Oui, mais peut-être c'est pour ça. deuxième. C'est jusqu'à 5 millions pour ce genre d'établissement. Mais c'est pas... Oui. Voilà, donc ça je vous l'ai dit. Et le ministère de l'Environnement estime que ces mesures permettront de réduire de 2300 tonnes la quantité de déchets plastiques des hôtels et de 3000 tonnes les émissions carbonées à Taïwan. Mais bon, on peut se demander si cette mesure est vraiment à la hauteur de la situation, de la crise climatique, du besoin de réduction des plastiques qui, je pense, est un besoin quand même drastique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Environnement, Prong Chee-ming, qui a reconnu jeudi que Taïwan était encore loin de son objectif de réduction des émissions carbonées, parce qu'il faut savoir que le gouvernement taïwanais a un objectif de réduction des émissions carbonées de 24%, avec une marge de plus ou moins 1% d'ici 2030. Et pourtant, fin 2022, donc après plus d'une décennie d'efforts, Taïwan était seulement parvenu à réduire les émissions carbonées de 1,8%. Donc imaginez-vous, on doit arriver à 24% d'ici 5 ans.
Il compte sur la population, c'est sûr. Non, il compte sur la compensation. Exactement, c'est sur la compensation. Donc, cet objectif, c'est vraiment inatteignable à moins de miracle. Et le ministre a aussi affirmé que son gouvernement allait proposer dans le cours des prochains mois un plan plus clair, plus pratique, plus faisable pour atteindre cet objectif. Et c'est vrai que c'est très contradictoire parce que le ministre a dit qu'il était très préoccupé par le fait que l'approche actuelle pouvait être insuffisante, qu'il fallait explorer des méthodes alternatives et non conventionnelles pour atteindre cet objectif. Donc là, on pourrait se dire que voilà, le gouvernement va peut-être changer de cap. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Donc la stratégie du nouveau ministère, c'est que en fait, c'est faire appel aux nouvelles technologies fonctionnant avec l'énergie nucléaire, à l'intelligence artificielle pour gérer les plastiques, ce genre de choses. Donc en fait, c'est pas réduire la consommation de plastique à la source, c'est plutôt compenser par des initiatives. C'est drôle qu'il parle de l'énergie nucléaire. Oui, parce que normalement, on va vers la... Mais pour les centrales, j'imagine, de recyclage, pour l'énergie, en fait. Normalement, on va vers la sortie du nucléaire. Bon, il y a encore quelques petites incertitudes, mais j'ai l'impression que... Non, parce que là, même les nouvelles technologies, ils disent qu'ils regardent de loin et que pour les nouveaux... En tout cas, il en a parlé, il a dit que ça pourrait être mis en place dès 2029-2030, que cette technologie-là pourrait être accessible à cette date-là, pour mieux gérer les déchets plastiques. Et alors que les associations de défense de l'environnement, elles appellent depuis longtemps à ne pas se concentrer sur le zéro émission net en trouvant des manières de parvenir à un équilibre entre les émissions et les divers projets d'absorption du carbone, mais plutôt de réduire vraiment drastiquement les émissions brutes et la production des déchets. Et c'est vrai que par exemple pour cet exemple des hôtels, il serait sans doute plus efficace d'interdire tout simplement les bouteilles plastiques gratuites et éventuellement de permettre aux clients qui sont à l'hôtel et qui n'ont pas emmené de gourde avec eux d'en acheter une à la réception pour leur journée. Et dans les petites auberges et les chambres d'hôtes, qui sont très nombreuses à Taïwan, il est facile d'installer un filtre au robinet de la cuisine, tout simplement, et de ne pas recourir aux bouteilles plastiques pour tout simplement rendre l'eau potable. Et d'autant plus que la plupart des Taïwanais ont l'habitude d'avoir une gourde qui se trimballe toute la journée avec eux, qu'ils soient en voyage ou non d'ailleurs. Et voilà, pour parler de la pollution plastique, il faut aussi rappeler que les sacs plastiques à usage unique sont toujours utilisés dans les marchés en quantité astronomique et aussi pour les plats à emporter. Donc vous savez, les sacs plastiques transparents remplacent souvent des boîtes en papier qui peuvent être, enfin en carton qui peuvent être plus facilement recyclés. Et donc voilà, c'est vraiment... Comment dire, c'est plein de petites mesures comme ça, mais qui sont assez... Je crois que pour les boîtes en carton, pour la nourriture, je suis pas convaincu. De souvenir, c'est pas plus simple. Non, c'est pas recyclable en fait, parce qu'il y a... Ça dépend de s'il y a un film de gras ou pas en fait, si la nourriture est très grasse. Mais la plupart ont un film plastique à l'intérieur et un autre matériau à l'extérieur, ce qui fait qu'il y a deux matériaux différents et c'est... Oui, c'est vrai, ça dépend des boîtes. Mais ça aussi, c'est une mesure qui pourrait être prise... Mais pour info, il y a une usine à Taïwan, donc j'avais fait une interview, qui fait des boîtes bientang ou tout. Enfin, elle peut tout faire. En fait, elle peut remplacer le plastique par du bambou. Ouais, et c'est super intéressant. Mais il y en a plusieurs même, parce qu'il n'y a pas que le bambou. Il y a des recherches dans ce domaine-là. Ils sont assez bons, les industriels, mais ils le vendent pour l'étranger. C'est ça le plus incroyable. C'est que la plupart des produits vont pour l'étranger pour des questions d'économie, parce que le bambou, je crois que ça coûte quand même un petit peu plus cher en coût de production. Il y a aussi des feuilles de bambou qui peuvent être utilisées. Alors je sais pas si c'était des feuilles de bambou, mais en Inde en tout cas il y avait plein de petits bols faits de feuilles aplaties et puis mais ça demande du travail manuel et c'est un truc à mon avis à Taïwan c'est pas facile. Par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main. En Asie du Sud-Est, il y a aussi tous les emballages. Enfin, il y avait, parce que maintenant ils sont aussi passés au plastique, mais il y avait les emballages en feuilles de lotus ou des choses comme ça. Mais ça demande du travail manuel et du coup, ça demande de payer des gens pour le faire et tout. Donc, Taïwan est plus industrialisé et je sais pas s'ils accepteraient de faire ça. Avec des machines, en fait, il faudrait. Voilà. Mais en tout cas, en 2023, l'utilisation des sacs plastiques à usage unique a augmenté de 1300 tonnes pour atteindre les 208 000 tonnes à Taïwan. Bravo. Voilà, c'est ma conclusion. Ok. C'est pas très joyeux, mais... le bilan n'est pas très positif. Pour l'instant. Alors pour le troisième sujet, je vais vous parler de quelque chose qui est complètement différent et puis peut-être plutôt dans le domaine du tourisme.
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à Geelong, donc dans une ville qui est à peu près au nord-est de Taipei. Il y a les ruines d'un ancien chantier naval qui s'appelle Agena. J'ai une très bonne anecdote sur cet endroit parce D'accord. que c'est là où j'ai fait mes photos de mariage. Ah, super, tu vas nous en parler, ouais. Pour illustrer l'article. Non, je rigole. Il n'y a aucun souci. Et donc ces ruines vont être transformées en un hôtel. C'est ce qu'a annoncé la ville de Geelong il y a quelques jours. Ça va faire partie de la postérité alors, mes photos de mariage. Ah bah oui. Eh oui, tout à fait. Mais bon, ils vont pas tout détruire. Hein. Enfin, le but, c'est de les laisser quand même. Donc je vais peut-être commencer un petit peu par l'histoire de cet endroit, oui. Voilà. En fait, il y a plein de sites touristiques qu'on peut visiter à Geelong. Et en fait, Agena Shipyard, on l'appelle souvent en anglais comme ça. Shipyard, ça veut dire chantier naval. C'est l'un des plus connus, même si ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'il est prisé. Je vais vous dire pourquoi après. Donc c'est un ancien chantier naval qui se situe près du pont de Hoping, qui connecte Geelong et l'île de Hoping, qui est un autre lieu touristique, et puis qui était aussi l'ancienne base des colons espagnols à Taïwan entre 1626 et 1942. Et donc cet endroit, ça date de l'époque de la colonisation japonaise. Et à l'époque, ce site, c'était un quai de chargement pour le placer. Alors, ça, c'est aussi les gisements détritiques. Je ne suis pas une spécialiste des minerais, donc je n'entrerai pas dans les détails ici. Mais tout ça, c'est en lien avec l'exploitation du minerai d'or dans la mine de Jingguashi, qui est pas très loin. Et aussi, c'est en lien avec le charbon qui était extrait de la mine de Sijiaoqing, qui est pas loin également. Et donc, c'était à partir de cet endroit que l'or, le cuivre et le charbon des environs étaient d'abord ils s'étaient transportés vers là en voie ferrée, puis ensuite c'était transporté en bateau vers le Japon. Et donc, comme vous le savez, donc, le charbon, c'était très important dans le nord de Taïwan pour le décollage économique de Taïwan. C'était un peu considéré comme l'or noir, d'ailleurs, qui a permis le miracle, entre guillemets, de Taïwan, avec beaucoup de sacrifices derrière, quand même. Mais... Et je conseille, si vous êtes à Taïwan et pas trop loin, d'aller voir notamment le musée des mineurs à Rotong. Ouais, j'avais fait 3 émissions dessus récemment. Je croyais qu'il avait fermé. Alors en fait, il a fermé pour réouvrir. D'accord. Ouais. Il va super. Plus ou moins. Voilà. Je suis contente parce que j'ai pas eu l'occasion d'y aller et j'étais triste que ça ferme. Alors en fait, il n'a pas vraiment changé de propriétaire. C'est le propriétaire qui ne veut plus le louer aux mineurs qui avaient fait eux-mêmes leur musée. Mais le gouvernement taïwanais a négocié avec le propriétaire, qui est une grande entreprise de minerais. Et c'est en fait, du coup, le gouvernement qui va le reprendre en lien avec les mineurs, de toute façon. Oui, donc ça change de propriétaire quand même. Ah bon, d'accord. Ça change de locataire. De locataire, ok. Ouais. C'est le bail, ok. Donc le propriétaire reste le même. Okay. Donc après le départ du Japon, donc il y a eu l'arrivée du régime nationaliste du Kuomintang à Taïwan. Et l'entreprise Metal Mining Corporation a loué le site à une entreprise financée par les États-Unis, enfin une filiale du groupe Chris-Craft, qui s'appelle Argonaut Shipping Company. Donc c'est de là que vient le nom Agena, parce que je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelle Agena, parce qu'en fait la translittération de Argonaut, ça se dit Agena. Ah, voilà, donc c'est de là que vient le nom. Donc à partir de 1967, c'était un chantier naval, il y avait la construction de yachts de luxe, il y avait à l'époque un quartier très animé parce qu'il y avait des restaurants pour les travailleurs, etc. Et la production a décliné et tout ça s'est arrêté en 1987 et le lieu a été laissé à l'abandon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est plus qu'une ruine de béton, mais assez énorme quand même. Donc c'est là que tu as fait les photos de mariage, c'est ça ? Oui. Et vous êtes déjà allé un petit peu plus loin ? Non. Il paraît qu'il y a aussi un port de pêcheurs, il y a plein de trucs. Juste derrière, vraiment à 500 mètres derrière, il y a un musée... des aborigènes. Voilà. Et il y a un village, je crois, même encore un peu plus loin. Si on fait encore une petite balade, il y a toute une balade à faire. Alors, j'ai pas fait la balade, moi, perso, mais j'ai visité le musée.
parce qu'on avait trop chaud. Il est bien. Avec le maquillage, etc. Pour donner le détail, c'est à cause du maquillage qu'on est allé un peu dedans et qu'on a visité. C'est une petite balade à faire, c'est pas très long, hein, mais ça peut faire partie du tour, quoi. Et donc ouais, par rapport au bâtiment, ce qu'on peut donner aussi comme détail un petit peu sur les photos de mariage, c'est très prisé comme lieu de photos de mariage. Hein. D'ailleurs le jour où on était quoi, 5 couples à prendre des photos. Ah oui, quand même. Donc on faisait des tours et tout. Faut faire attention de bien cadrer pour pas voir d'autres couples mariés dans la photo. Ça c'était la responsabilité du photographe. Et en fait, c'est plus ou moins ouvert le site pour prendre les photos de mariage. Il y a un petit passage, faut plier un grillage et tout pour passer au-dessus Quand même. pour prendre les photos. C'est pas Pour forcément la robe. très. Enfin, nous, c'était un peu particulier, mais ouais. On n'était pas en tenue, robe de mariage et costard. On était dans un autre genre. On voulait faire des choses décalées avec ma femme. D'accord. Mais en tout cas, en 2014, et c'est pour ça que c'est devenu assez connu à Taïwan, donc il y a 10 ans, il y a Chris Evans, une star de cinéma hollywoodienne, qui a filmé en fait la bande-annonce pour le jeu vidéo Call of Duty dans ce chantier naval, cet ancien chantier naval. Oui. Et donc, ce qui fait que cette ruine est devenue de plus en plus célèbre à Taïwan, et même à l'international. Il y a plein de gens qui viennent là-bas pour prendre des photos. Ah oui, Call of, c'est pas un petit jeu. Je comprends mieux. C'est une des plus grosses licences en jeu vidéo au monde. Donc... Ben voilà. Et alors, genre 2 ans plus tard, quand même, le propriétaire actuel du lieu, qui est maintenant la compagnie Taiwan Sugar Corporation, ils ont commencé à détruire cette ruine. Et ça a provoqué un tollé dans l'opinion publique, à tel point que la municipalité de Geelong a dû finalement se dépêcher de classer cette ruine comme patrimoniale pour empêcher la démolition totale. Mais ça a été quand même pas mal amoché, entre guillemets. Et puis, peut-être une chose à signaler aussi, c'est que ce lieu est très prisé par les explorateurs urbains, urbex en anglais, comme par exemple Alexander Synaptic, qui anime le site Spectral Codex, et il a pris des super photos là-bas. Je mettrai le lien pour ceux qui s'intéressent. Moi, j'y étais allé après le 2016, il n'y a quasiment plus rien, vraiment. D'accord, ah ouais. Là, c'est vraiment juste les poteaux, en fait, qui restent du site. Quasiment la structure de béton avec juste... tout est à ciel ouvert. Vous avez juste que les poutres avec les renforts en béton armé, quoi. Et 2-3 plateformes. Et puis après, c'est le vide partout. D'accord. Faut monter, redescendre, faut un peu grimper pour pouvoir aller sur les étages supérieurs pour certaines photos. C'était assez périlleux d'ailleurs. C'était marrant. Voilà. En tout cas, le maire de Geelong a annoncé récemment que ça serait transformé en un hôtel l'année prochaine. Et donc, il a précisé que la construction préservera la structure originale du lieu pour conserver sa valeur historique. Donc, voilà, on espère que ça sera réellement le cas. Et donc, il espère évidemment renforcer l'attractivité touristique de Geelong et encourager des personnes à rester des nuits sur place, en fait, pas que juste venir à Geelong le matin et repartir le soir. Donc, à mon avis, l'hôtel va ouvrir l'année prochaine, c'est ça? Parce que je crois que la construction a déjà commencé il y a un moment. Ouais, en tout cas, ils ont déjà a priori sélectionné une entreprise qui va le faire. Parce que j'ai le souvenir, moi, qu'après les photos, je les ai prises en 2019, le mariage. Le mariage c'était en 2019. Je me souviens que j'y étais retourné 2-3 ans, en 2022 ou un truc comme ça. Même en 2023, même l'année dernière, je crois. Et c'est déjà complètement fermé. On pouvait déjà plus prendre de photos, je crois, à ce moment-là. D'accord. Parce que nous, on se disait avec Lisa, comme on n'y était pas encore, que ce serait bien d'y aller avant et après aussi pour comparer les deux. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu intéressant d'y aller maintenant pour voir où ça en est, mais à mon avis, c'est déjà un petit peu verrouillé. D'accord. Voilà, du coup, c'était pour les actualités de Geelong et pour les personnes qui sont intéressées par ce futur hôtel qui, j'espère, aura du cachet. Ouais, j'espère aussi. Ça sera peut-être l'occasion pour moi d'aller faire un anniversaire de mariage à l'avenir. Des photos d'anniversaire. Bonne idée. Voilà. Puis du coup, tu peux prendre la suite dans l'hôtel. Enfin, tu réserves la meilleure chambre et tout. Et voilà. Ça peut être pas mal. On comparera avant et après. On fera une photo avant-après. Avant mariage et après mariage, voilà, avec les enfants. Bon, super. Je crois qu'on arrive à la fin déjà de cette émission. Oui. Donc, merci beaucoup de l'avoir suivi. C'était Valentin Floquet. Lisa Dufaux. Et ça pour RTI. Bye bye. À très bientôt.